Henri Peña-Ruiz, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cet entretien avec la Libre Pensée 31 sur Radio Mon Pays, Toulouse. Je rappelle, pour nos auditeurs, que vous êtes professeur de philosophie, écrivain, et que la philosophie de la laïcité est votre terrain d'investigation. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. Je pense notamment à Qu'est-ce que la laïcité ? Dieu et Marianne, philosophie de la laïcité, et tout récemment, Marx, quand même. À vous. Oui, en fait, je tiens à préciser que je ne suis pas enfermé dans la spécialité de la laïcité, parce que ce qui m'intéresse au-delà de la laïcité, c'est la solidarité possible de tous les hommes dans une société. Or, cette solidarité possible de tous les hommes dans la société, elle suppose certes un cadre laïque qui reconnaît les mêmes droits aux croyants divers, aux athées, aux agnostiques, qui reconnaît évidemment la liberté de conscience et qui sépare strictement l'État de toute Église, non pas pour faire la guerre à la religion, mais pour préciser que la religion n'engage que les croyants et qu'elle doit rester une affaire privée, de même que l'humanisme athée n'engage que les athées et doit rester une affaire privée. Mais outre la question de la laïcité, comme émancipation du cadre juridique et politique, il y a la justice sociale, il y a le souci de ce que le capitalisme ultralibéral est en train de faire aux hommes en réduisant tout à la quête d'un profit, quoi qu'il en coûte, à la nature, quoi qu'il en coûte aux hommes eux-mêmes. Donc c'est d'ailleurs dans cet esprit que j'ai écrit deux livres consacrés à la pensée de Marx, Entretien avec Marx et Marx quand même, chez Plon, parce que je voulais montrer aussi que Marx n'est nullement responsable du stalinisme et qu'il représente aussi une pensée de l'émancipation. À ceci près que c'est une émancipation à la fois socio-économique, culturelle, intellectuelle, et pas seulement une émancipation laïque. Donc il me semble qu'il est très important que les penseurs de l'émancipation soient rappelés aujourd'hui, parce qu'ils militent pour une dialectique de l'ensemble des émancipations, émancipation laïque, juridique, économique, politique, sociale et culturelle. Voilà. Et pourriez-vous nous parler en quelques mots de la situation scolaire au regard de la loi de séparation et de la loi Debré de 1959? Bien, écoutez, il est clair que aujourd'hui, l'enseignement public va de plus en plus mal et l'enseignement privé financé sous contrat d'association depuis la loi du 31 décembre 1959, dite loi Debré, va de mieux en mieux. Il y a là une anomalie très grave, comme si, comme le dit Eddy Caldy, la République, en continuant à financer les écoles privées à satiété, avec l'argent de tous les contribuables, athées, croyants ou agnostiques, organisait la concurrence d'un système de scolarisation privée contre l'école publique. On a vu d'ailleurs ces derniers temps de sensibles aggravations de la loi Debré, puisque la loi Carle, par exemple, met à la charge des communes la scolarisation des enfants dans des écoles privées des communes voisines. Donc effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de revenir à cette question de la loi Debré, non pas forcément de façon brutale, mais pour quand même remettre en question le principe du financement public d'écoles privées religieuses. Ce principe me paraît aller contre l'article 2 de la loi 1905. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Et c'est un principe qui est paradoxal, puisque là où devrait valoir uniquement une instruction publique qui diffuse les connaissances et l'autonomie de jugement à tous les enfants, on a du prosélytisme religieux et de l'instinct lucratif qui se combinent dans le système de scolarisation privée. Alors je sais que beaucoup de parents tiennent à avoir le choix entre une école et l'autre, mais en même temps, cette exigence ne peut se comprendre que parce que l'école publique
a été placée dans une situation telle qu'elle ne peut peut-être plus rendre le même service, comme on dit, d'instruction publique que jadis. Si, faute de moyens, les effectifs des classes sont très lourds, si on ne peut pas individualiser l'enseignement par un soutien scolaire, effectivement, l'enseignement public risque de ne pas pouvoir satisfaire des exigences légitimes des parents, qui alors se tournent vers l'enseignement privé, moyennant évidemment finances complémentaires, ce qui veut dire que l'école privée a un double financement, le financement public par contrat et le financement des parents. Je trouve que ça c'est une situation anormale, anachronique, et il faut se demander ce qui se passerait si l'argent public revenait intégralement à l'école publique, afin de lui restituer les conditions de l'excellence qui feraient que peut-être, au lieu de chercher à se tourner vers une autre école, les parents aujourd'hui seraient satisfaits de l'école publique. Donc il y a une sorte de cercle vicieux. C'est que, évidemment, il y a un certain nombre de parents qui ont scolarisé leurs enfants dans les écoles privées. On ne peut pas leur en tenir rigueur, ils font ce qu'ils veulent, mais qui le font peut-être quelquefois en se disant qu'ils obtiendront de cette école privée davantage d'encadrement de leurs enfants, par exemple des études surveillées après la classe, ce qui serait important pour eux s'ils travaillent tous les deux, les parents. Effectivement, c'est un cercle vicieux parce que l'école publique pourrait parfaitement, tout aussi bien, rendre elle-même ce service. Si elle en avait les moyens, elle pourrait ouvrir des études surveillées, elle pourrait encadrer les enfants plus longtemps, et comme elle n'en a pas les moyens, elle ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'on a une situation qui est quand même assez inacceptable, où finalement, dans la concurrence qui s'organise entre l'école publique et l'école privée, c'est l'école privée qui a le dessus, et l'école publique qui a le dessous, alors que, il faut rappeler une chose, c'est que l'école privée a quasiment la parité de financement par rapport à l'école publique, alors qu'elle n'a pas la parité d'exigence. Je rappelle que les établissements privés choisissent leurs professeurs et choisissent leurs élèves. Le cas échéant, quelquefois d'ailleurs, en exhibant des statistiques qui sont faussées, puisqu'il y a certaines écoles privées de prestige, où lorsqu'un enfant, par exemple, lorsqu'un élève est très incertain pour le baccalauréat, on lui demande de se présenter en candidat libre, ce qui, évidemment, évite de faire baisser les statistiques, alors que ce n'est pas du tout le cas dans l'école publique. Alors, un point d'actualité, M. Peña-Ruiz, nous venons d'apprendre que Mme Filippetti soutenait l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité des ostensions limousines. Qu'en pensez-vous? C'est incompréhensible de la part d'une ministre socialiste qui devrait avoir à cœur de défendre la laïcité. On sait très bien qu'aujourd'hui, une des ruses de ceux qui veulent contourner le non-financement public avec l'argent des contribuables athées ou agnostiques aussi bien que croyants, des manifestations religieuses, des manifestations cultuelles, c'est de rebaptiser, si j'ose dire, ces manifestations culturelles. Or, que sont les ostensions limousines? Les ostensions qui ont lieu dans le Limousin sont certes très traditionnelles, mais ce n'est pas parce qu'elles sont traditionnelles qu'elles ont forcément un caractère culturel. Que se passe-t-il dans ces ostensions? Comme le mot l'indique, ostendere, ça veut dire montrer. On sort les statues des saints, les effigies religieuses, et on les fait défiler dans les rues avec de la musique, avec des prêtres, des évêques, des ecclésiastiques en habit, avec le bénitier, qui prient et qui bénissent tout au long de la procession. Le bon sens appelle de définir cela comme des manifestations cultuelles. Et même si, à l'occasion de ces manifestations cultuelles, il y a des manifestations culturelles, il ne me semble absolument pas légitime de financer sur fonds publics au titre de la culture une manifestation cultuelle. Je voudrais prendre un exemple. Imaginons que des libres penseurs, se rendant au mur des fédérés, fassent une manifestation en honneur de la Commune de Paris, et à l'occasion de cette manifestation traditionnelle, puisque le recueillement au mur des fédérés au cimetière du Père-Lachaise, en mémoire des communards
fusillés collectivement lors de la semaine sanglante, eh bien, est-ce que de telles manifestations, faudrait le demander à Madame Filippetti, devront être financées sur fonds publics? Sans doute va-t-elle hésiter, mais si elle refuse de financer sur fonds publics des manifestations destinées à se recueillir devant le mur des fédérés où furent fusillés les derniers communards, alors cela veut dire qu'elle entre dans un processus de discrimination entre les citoyens, entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas, ou tout simplement entre des manifestations d'essence religieuse et des manifestations d'essence humaniste et critique en hommage à la Commune de Paris. Je ne peux pas imaginer que dans la République française, qui est laïque constitutionnellement, on puisse accepter de financer publiquement une chose et pas l'autre. Ça veut dire qu'on discrimine les citoyens en fonction de leurs croyances ou de leurs incroyances. Et par rapport à cette discrimination potentielle, est-ce que vous pensez que l'idéal laïque est un idéal universel? Évidemment, je le pense. C'est pour ça que je me bats pour l'idéal laïque. Parce que dans un État laïque, dans une société, dans un État laïque qui organise le vivre ensemble d'une société elle-même laïque, dans un État laïque, il y a de la place pour tout le monde et à égalité des droits. Il y a de la place pour les croyants. Jamais les croyants n'ont été inquiétés dans les États laïques, ce qui n'est pas le cas dans les États théocratiques, parce que les seuls croyants qui sont libres dans les États théocratiques, c'est les croyants de la religion officielle. Mais s'il y a des croyants d'autres religions qui ont le malheur d'épouser une autre foi religieuse, ils ne sont pas traités de la même façon. Donc, dans un État laïque, on traite à égalité tous les croyants, tous les athées et tous les agnostiques, ce qui implique qu'on considère que l'option spirituelle de chacun, qu'elle soit celle de l'humanisme athée ou agnostique, ou celle de la foi religieuse, cette option spirituelle doit être libre, mais elle doit jouir des mêmes droits, sans privilège ni discrimination. Donc dans un État laïque, c'est dans un État laïque que les religions, toutes les religions, sont les plus libres de s'exprimer, mais à la condition de ne pas considérer leur liberté en les solidarisant de privilèges. La laïcité ne dit pas non à la liberté d'expression de la religion, elle dit non aux privilèges publics de la religion. Mais elle dirait de la même façon non aux privilèges publics de l'athéisme. Donc je crois que l'État laïque, il a l'extraordinaire mérite, contrairement à l'État clérical ou à l'État théocratique, qu'il est fait pour tous, et que donc il est universel. Il ne fait pas passer d'abord l'intérêt particulier avant l'intérêt général, il privilégie l'intérêt de tous. C'est l'intérêt de tous d'avoir de grands services publics, de santé, de culture, d'éducation. Ce n'est pas l'intérêt de tous d'avoir des lieux de culte, ou des maisons de la libre pensée, ou des temples maçonniques. Tout à fait d'accord. Les francs-maçons ne demandent pas que l'on finance sur fonds publics des temples maçonniques. Les libres penseurs ne demandent pas qu'on finance sur fonds publics des maisons de la libre pensée. Eh bien, les religieux n'ont pas à demander qu'on finance sur fonds publics des lieux de culte. C'est un principe de stricte égalité qui est ici en jeu. Donc c'est un principe universaliste. Merci, Monsieur Henri Peña-Ruiz, d'avoir répondu si gentiment à nos questions. Merci et au plaisir. Merci à vous. Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur.